Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est toujours un moment spécial lorsque nous recevons Laurence Ben-Safi, Laurence par excellence, comme on dit à Londres. Laurence, comment allez-vous? Je vais bien, très bien en fait. Oui, eh bien je peux comprendre. Et pour cause. Je crois au marché émergent. Et bien sûr, Laurence et son collègue Phil Langham sont les chefs de file de l'équipe des marchés émergents chez RBC Gestion mondiale d'actifs. Malgré toutes les opportunités qu'offrent les marchés émergents pour un certain nombre de raisons dont nous avons parlé dans les épisodes précédents où Laurence ou Phil étaient invités, les marchés émergents sont restés à la traîne par rapport aux États-Unis et à d'autres marchés développés. Mais tout d'un coup, boum! Nous voici en 2025, au premier semestre de l'année. Au fait, nous sommes en train de faire une série, Laurence, où nous parlons à des gens qui gèrent différentes zones géographiques, différents types de catégories d'actifs. On regarde le premier semestre de l'année, on envisage le second semestre et au-delà, ce qui est vraiment le plus important, disons-le. Mais tout à coup, les marchés émergents font la une. Avant cela, cela avait été plus difficile. Combien y a-t-il de marchés émergents, au fait? Combien de pays font partie de cette catégorie? Techniquement, il y en a environ 25. Tous les 25 pays n'ont pas performé également, disons-le, mais dans l'ensemble, les marchés émergents sont la catégorie d'actifs la plus performante dans le monde entier au premier semestre en termes d'actions. Vous devez être là, radieuse, triomphante, et vous dire qu'il était temps. À votre avis, qu'est-ce qui a finalement donné le coup d'envoi de ce grand rallye? Qu'est-ce que les gens ont enfin vu que nous savions pendant toutes ces années en termes d'opportunités sur les marchés émergents? Oui, vous avez raison, cela fait plusieurs années que nous disons qu'il y aura un rebond sur les marchés émergents. Les marchés émergents ont sous-performé pendant trop longtemps les marchés développés, pour un grand nombre de raisons que nous avons mentionnées au fil des ans. L'une des plus importantes étant le dollar américain très fort, et le fait que l'on pensait que les actions américaines étaient celles qu'il fallait privilégier parce qu'elles se portaient bien, que le dollar américain contribuait à vos performances. Alors pourquoi changer quoi que ce soit à cette formule? Mais nous avons toujours dit que les valorisations étaient attrayantes pour les marchés émergents. Il y a beaucoup de pays intéressants. Le positionnement est assez bas. Tout était réuni pour un rebond éventuel, un changement de direction. Mais nous avons toujours dit, et moi la première, que cela va prendre quelque chose. En général, le changement de direction va se produire si un événement se produit, un grand événement. La dernière fois que cela s'est produit, c'était lors de la crise financière mondiale, et les États-Unis ont vraiment commencé à dominer et le dollar américain a entamé une très longue période de renforcement. Nous nous sommes dit qu'il y aurait quelque chose de ce genre. Par définition, nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne savons pas quand cela se produira, mais cela se produira à un moment donné. Quand nous regardons en arrière, nous dirons « oui, c'était l'élection de Donald Trump ». Pour être honnête, personne n'aurait pensé que cela aurait un impact aussi important parce que, avant les élections, le marché était un peu plus positif à propos de l'arrivée de Trump au pouvoir. Il se voulait favorable aux entreprises, ce sera bon pour l'économie américaine. Mais ce qui s'est passé, c'est que peu de temps après le début de sa présidence, écoutez, on pourrait en parler pendant des heures. Je dirais qu'il a surpris le marché avec les tarifs douaniers. C'était vraiment ça le tournant. Ces droits de douane ont été mal accueillis, c'est le moins que l'on puisse dire, n'est-ce pas, par le marché? Et en fin de compte, cela a mis en évidence certaines faiblesses de l'économie américaine. Cela a souligné ce que nous savions déjà, et que les gens réalisent maintenant, à savoir que les États-Unis sont très endettés. Il se trouve que nombre de leurs créanciers sont des pays émergents tels que la Chine et d'autres, et si vous les contrariez, vous risquez d'avoir des répercussions, c'est l'une des raisons. L'autre est que Trump a fait marche arrière, comme vous l'avez déjà vu, à maintes reprises. Maintenant, il parle du 1er août, mais il a déjà dit cela à plusieurs reprises. Je pense que le fait qu'il ait fait marche arrière signifie également que les investisseurs ont réalisé que l'économie américaine est certes forte, mais qu'il existe d'autres pays forts,
d'autres superpuissances. Je me souviens en avoir parlé auparavant. Le monde a changé. Il y a vraiment de nouvelles superpuissances. La Chine l'est depuis un certain temps, mais l'Inde, l'Arabie saoudite et le Moyen-Orient ont également un certain pouvoir aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de discussions et il n'est pas évident que les États-Unis obtiennent ce qu'ils veulent. Tout cela a créé une situation dans laquelle le dollar américain a finalement commencé à s'affaiblir. Je pense que c'est là que s'est produit le tournant, c'est-à-dire le moment où l'on s'inquiète un peu du dollar américain et où l'on se demande ce qui va se passer dans les années à venir. Il s'agit d'une prophétie qui se réalise d'elle-même. Lorsque le dollar s'affaiblit, certains se disent qu'il ferait mieux de placer leur argent ailleurs et ils vont délaisser le dollar américain. Vous avez raison. Je parle à de nombreux clients au Canada, aux États-Unis ou en Europe, et beaucoup commencent à déplacer leur argent hors des États-Unis vers l'Europe et les marchés émergents, évidemment. Oui, c'est vrai. André Skiba a participé à l'émission hier. Et l'une des choses dont il a parlé, je pense que nous avons déjà eu ce genre de conversation avec vous également, c'est la politique chuchotée en coulisses, si l'on veut, par les États-Unis. En première ligne, on entend les États-Unis d'abord. Il y a le beau et grand projet de loi. Il y a la croissance économique, les États-Unis en tant que puissance mondiale. Mais derrière tout cela, pour que tout fonctionne, nous avons besoin d'un dollar américain plus faible. Et c'est quelque chose que nous avions anticipé. C'est ce que disent nos invités à l'émission. Et Trump a été élu. Nous commençons à voir et à mieux comprendre ce que sera le régime politique, y compris les tarifs douaniers. Une fois que les taux américains ont atteint leur maximum en octobre 2023, le dollar américain a commencé à dériver et ce mouvement s'est accéléré depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Selon l'indice, nous avons vu le dollar se redresser légèrement au cours des 2 derniers jours, mais il a perdu entre 8 et 12% par rapport à un panier de monnaie mondiale, si on veut. C'est un mouvement important en peu de temps. Et comme vous l'avez dit, cela incite les gens à se tourner vers d'autres régions du monde où il y a des opportunités. Et les marchés émergents ont été l'un de ces choix évidents. Les gens n'y ont pas fait attention pendant un certain temps, mais quand ils commencent à s'y intéresser, ils découvrent ce que Phil et vous découvrez lorsque vous voyagez à travers le monde en visitant ces entreprises. Il y a des entreprises exceptionnelles dans les marchés émergents. Le potentiel est énorme et vous devriez exposer une partie de votre portefeuille à cette partie du monde, car c'est là que se trouve la future croissance démographique et la plus grande opportunité de gain de productivité et donc la plus grande opportunité de croissance. Vous ai-je volé toute votre présentation? Oui, c'est fait, il n'y a plus rien à dire. Sans blague, vous avez raison. C'est pourquoi je dis que cela s'est un peu retourné contre Trump, en quelque sorte. Par exemple, la Chine et le fait qu'elle lui ait tenu tête. Maintenant, beaucoup plus de gens sont conscients du niveau de développement de la Chine et du fait que la Chine peut se permettre de répondre « on verra ». Nous pouvons négocier avec vous, mais nous n'allons pas dire oui à tout ce que vous dites. Nous avons ce pouvoir, en fait. La Chine est l'un des premiers pays avec lesquels Trump s'est empressé d'essayer de négocier, parce qu'il a compris que la Chine peut faire plus de mal aux États-Unis que les États-Unis ne peuvent faire mal à la Chine. Vous avez raison, beaucoup de gens réalisent qu'il y a beaucoup de potentiel dans les marchés émergents. Il y a d'excellentes entreprises et les valorisations sont bonnes. Lorsque l'on commence à s'y intéresser et que l'on regarde le peu que l'on paie pour cela, on s'aperçoit qu'il y a un potentiel. Ce qui s'est passé en Corée, par exemple, en est un bon exemple. La Corée est en feu. C'est le pays le plus performant de notre grande région cette année. Elle affiche un taux de 40%. C'était un pays un peu oublié, je dirais. Puis il y a eu un changement de gouvernement et quelques réformes ont été annoncées, un peu comme ce qui s'est passé au Japon récemment. Soudain, tout le monde s'est dit que c'était un pays assez intéressant, avec une valorisation très basse. Ensuite, il y a la création de valeur et les gens s'enthousiasment. La Corée est peut-être un cas un peu extrême, mais je pense que c'est ainsi que les gens considèrent les marchés émergents aujourd'hui. Exactement comme vous l'avez dit.
Ils ont été ignorés pendant si longtemps et quand on commence à s'y intéresser, on se dit que c'est intéressant. De la même manière que Taïwan s'est bien comporté. Parce que vous avez tous les fournisseurs plutôt de la chaîne de valeur de l'IA et qu'ils se négocient une fraction de ce que vous payeriez pour l'entreprise américaine. Certains de ces noms à Taïwan et dans nos portefeuilles se sont envolés récemment. Oui, c'est certainement une bonne chose que les gens reviennent enfin. Nous en sommes très heureux. En ce qui concerne le dollar américain, vous avez raison, les États-Unis ne seraient pas contre un dollar plus faible, mais le scénario idéal pour tout le monde serait qu'il ne baisse pas trop rapidement, ni trop fortement. Mais une dépréciation progressive au cours des prochaines années pourrait convenir à tout le monde, car elle rendrait les exportations américaines plus compétitives, les pays émergents pour lesquels la monnaie était peut-être trop bon marché pourraient importer un peu plus, ce qui rééquilibrerait quelque peu l'économie. Pour nous, cette catégorie est très bonne. C'est très positif, donc, pour la catégorie d'actifs. Et c'est ce type d'environnement que nous envisageons pour les prochaines années, ce qui serait très positif pour les marchés émergents, et pas nécessairement négatif pour les États-Unis. Oui. Et les Canadiens peuvent s'en souvenir en termes de dollars canadiens et américains. On dit souvent que le seul chiffre que n'importe quel Canadien peut vous citer, Laurence, je sais que vous êtes au Royaume-Uni et que vous êtes né en France, mais pour les Canadiens, c'est le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Je peux aborder pratiquement n'importe qui au coin d'une rue ici au Canada et lui demander quel est le taux de change du dollar canadien aujourd'hui. Sans même y réfléchir, ils diront 73,5 cents US. Ils peuvent le dire à une décimale près, parfois même à 2 décimales près. Et les Canadiens se souviendront de la période allant de 1999 environ, ou en fait plutôt de 2000 à 2011, au cours de laquelle le dollar canadien est passé de moins de 70 cents à un moment donné, 1,10 $ américain. Très brièvement. Mais il est resté au-dessus de la parité pendant un certain temps. À cette époque, le dollar américain n'était pas seulement faible par rapport au dollar canadien, il était aussi par rapport à toutes les devises du monde. C'est au cours de cette période que les marchés émergents ont vraiment été l'endroit à privilégier du point de vue de l'investissement. Il n'est donc pas surprenant que le dollar américain se retourne à nouveau et que la même surperformance se produise à nouveau. C'est tout à fait exact. Alors, Laurence, vous avez parlé de la Corée, de Taïwan, vous avez 25 marchés à surveiller. La Corée et Taïwan ont tendance à être des marchés qui se portent bien lorsque l'économie mondiale se porte bien. Ils sont axés sur la technologie, ce qui avait bien sûr contribué à stimuler les marchés américains et les marchés développés. Y a-t-il une caractéristique propre au type de marché qui se porte bien ou observe-t-on une tendance générale sur les marchés émergents, même ceux qui sont davantage liés aux produits de base, disons? Se portent-ils tous bien ou y a-t-il des gagnants et des perdants? Et comment faites-vous pour déterminer où vous voulez vous situer dans les différents marchés émergents? Parce que nous nous trouvons dans un environnement un peu nouveau, ce qui est un peu différent de ce que nous avons connu pendant un certain temps, où le dollar s'affaiblissait, où l'appétit revenait un peu pour les marchés émergents, nous avons vu que les parties les plus risquées du marché s'en sortaient mieux. Par exemple, l'Amérique latine s'est très bien comportée cette année, alors qu'elle était jusqu'à récemment la grande perdante de l'environnement dans lequel nous évoluions. L'Amérique latine ne représente en fait qu'une très petite partie de notre univers. Elle devrait être beaucoup plus importante si l'on pense au Mexique, au Brésil, aux autres grands pays. Mais l'Amérique latine, dans notre indice de référence, ne représente que 7%. C'est minuscule. Avant, c'était plus du double. Depuis le début de l'année, nous assistons à un retour de l'Amérique latine pour laquelle nous étions positionnés. C'était l'un de nos appels, si l'on veut, au début de l'année, car nous pensions que l'Amérique latine se négociait à la valeur la plus basse. Les gens s'inquiétaient de la guerre commerciale entre le Mexique et les États-Unis. Au Brésil, vous avez un gouvernement populiste qui dépense beaucoup trop d'argent. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes, et il y avait des problèmes au Chili, au Pérou, ainsi que dans d'autres pays. Nous avons été très heureux de constater qu'avec ce nouvel environnement,
nous avons assisté à un retour en force de l'Amérique latine avec de très bonnes performances sur ces marchés. Si vous regardez le Mexique, le Brésil, le Chili, ils ont tous augmenté d'environ 30% en dollars US cette année. Une très bonne performance. Je dirais que nous sommes toujours positifs à leur égard. Nous avons une très bonne présidente au Mexique. Je sais qu'elle a négocié avec M. Trump avec un certain succès. Nous pensons qu'ils vont renégocier l'accord commercial entre les États-Unis et le Mexique. La CEM, il devrait être négocié avec succès bientôt, espérons-le. Le Mexique a encore beaucoup à offrir. Pour un pays sous-développé, nous aimons le secteur financier, par exemple, ou le secteur de la distribution alimentaire. Le Brésil est intéressant. Nous allons avoir des élections dans un an et c'est toujours une très grande affaire là-bas et les gens commencent déjà à se réjouir d'un retour à un type de gouvernement plus favorable aux entreprises. Les élections au Chili auront lieu à la fin de l'année et c'est la même chose. L'Amérique latine reste donc une région que nous apprécions avec un bon niveau de risque et qui pourrait continuer à bien se porter. Je dirais que l'Inde s'est un peu moins bien comportée récemment. Nous en avions parlé il y a quelque temps. Et l'histoire y est toujours aussi intéressante. Nous avons évidemment une bonne exposition dans nos portefeuilles. Nous encourageons les gens à s'y exposer un peu. Mais si vous vous souvenez, il y a un an, nous avions souligné à quel point l'Inde était chère. L'Inde bénéficie un peu moins de la situation actuelle. L'Inde est une histoire beaucoup plus nationale. Et la croissance a été un peu plus faible en Inde, où elle était décevante. Et en raison de la valorisation très élevée, je dirais que les gens attendent un peu en ce qui concerne l'Inde. Au moyen ou long terme, nous sommes convaincus que l'Inde se portera bien, mais dans cet environnement, ce n'est pas nécessairement le pays qui va réaliser les meilleures performances. Enfin, le grand point d'interrogation reste la Chine. La Chine n'a pas fait grand-chose récemment. Je pense que les gens attendent de voir plus de preuves, même si le gouvernement a abordé les questions qu'il fallait, notamment en se concentrant sur le secteur privé. Le problème en Chine, c'est que même si la croissance économique est souvent bonne, la croissance du PIB, elle ne se traduit pas par une croissance du BPA ou des bénéfices par action. Et c'est ce que les investisseurs veulent voir. Le point d'interrogation est donc là. Oui, ils vont stimuler l'économie. Oui, ils veulent réformer plutôt le secteur manufacturier. Ils disent ce qu'il faut, ce que l'on veut entendre, mais cela doit se traduire par une croissance du BPA. Et c'est à ce moment-là que la Chine se portera bien. Mais je continue de penser qu'à ce niveau de valorisation et de potentiel d'amélioration, ce n'est pas non plus une mauvaise place. Je regardais certains des différents portefeuilles que Phil et vous gérez, et j'ai remarqué que le portefeuille des petites capitalisations s'est très bien comporté, de même que le portefeuille des actions à dividendes, qui, je le sais, est très justement votre domaine d'expertise. Pourquoi les actions à dividendes des marchés émergents se portent-elles si bien? Y a-t-il un ou plusieurs secteurs particuliers dans cet espace, dans cet univers, n'est-ce pas, qui ont été particulièrement gagnants et dans lesquels vous avez pu puiser pour stimuler la performance? Oui, c'est vrai. Nous serions attendus à ce que les petites capitalisations et les actions à dividendes, de même que les actions de valeur, performent mieux. Nous avons un penchant pour les valeurs de rendement, ce qui nous permet d'obtenir de meilleurs résultats dans cet environnement car le marché a augmenté de 17% en quelques mois, ce qui est une très bonne performance et l'appétit pour le risque se rétablit. Dans le cadre de cette stratégie de dividendes et de la même manière que pour les petites capitalisations, nous achetons des actions qui sont un peu plus, je dirais, percutantes. Elles peuvent être très performantes lorsqu'elles ont tendance à être bon marché et elles peuvent être un peu plus volatiles. Lorsque les choses s'alignent, elles ont tendance à très bien se comporter. C'est ce qui s'est passé dans ce portefeuille et dans celui des petites capitalisations également. Je pense que notre stratégie de base consiste à privilégier les titres de grande qualité avec une très bonne protection contre les baisses. De toute évidence, nous ne sommes pas dans cet environnement, même si le portefeuille s'est bien comporté. Il s'est aligné sur l'indice de référence qui est, comme je l'ai dit, d'environ 17%, ce qui permet d'obtenir cette exposition, mais je pense que dans un tel environnement de risque, le dividende aurait tendance à mieux se comporter. Il a fait ce que nous attendions de lui. Nous en sommes donc très satisfaits. Revenons chez nous, sur la rue principale, où il semble qu'il y ait une banque à chaque coin de rue. Le Canada a une culture et un environnement bancaire distincts.